Schopenhauer. Un philosophe et son monde. Une série d'émissions de Lionel Richard. Texte dit par Jean Topard. Mixage Henri Bérec. Réalisation Michel Delforge. Que dans peu de temps les vers rongent mon corps, c'est une pensée que je puis supporter. Mais que les professeurs de philosophie rongent ma philosophie, j'en frissonne d'avance. Nous avons vu que l'influence de Kant était encore très profonde dans les universités allemandes au moment où Schopenhauer soutient sa thèse. Et on a dit que sans Kant, il n'y aurait pas eu de Schopenhauer. Qu'en pensez-vous, Didier Raymond? Bien sûr, et la distinction phénomène chose en soi kantienne, il l'a fait sienne totalement. Bien sûr, ce qui n'est pas kantien, c'est d'avoir révélé ce qu'était la chose en soi. Et d'autre part, il y a des critiques de Schopenhauer, par exemple, sur les catégories kantiennes, sur la façon dont l'entendement fonctionne. Schopenhauer n'est pas d'accord avec Kant, puisqu'il réduit toutes les catégories kantiennes à la seule catégorie de causalité. Mais il y a cette dette kantienne que Schopenhauer reconnaît. Le premier livre du Monde comme volonté est entièrement consacré à Kant, avec précisément des nuances, des critiques, et puis un dévoilement de la fameuse chose en soi dans les livres suivants du Monde comme volonté. Donc Schopenhauer va être un continuateur de Kant, et puis bien sûr après il y a cette rupture. Donc cette opposition à Hegel, elle s'explique aussi peut-être par cette relation avec Kant, dans la mesure où le choix à l'époque c'était ou Kant ou Hegel. Oui, bien sûr, bien sûr. Et encore Dominique Bourrel. Et encore une fois, on avait, en tout cas, c'était plus facile de comprendre où Kant voulait en venir, puisqu'il avait publié les 3 critiques, alors que chez Hegel, c'était surtout, encore une fois, à part la phénoménologie, une influence qui était de bouche à oreille, c'est-à-dire c'était le professeur, c'était l'enseignement de l'histoire, l'enseignement de la logique que Hegel faisait à ce moment-là. Donc, si vous voulez, le choix était un peu biaisé quand même. C'est pour ça que je pense qu'en réalité, jusque dans les années 20 et 30 à Berlin, l'influence, la philosophie universitaire est sûrement plus marquée par Kant que par Hegel. Alors il faudrait voir dans l'opinion publique, dans les salons, ça c'est une autre affaire, mais je pense qu'à l'université elle-même, il faudrait regarder de très près le conspectus des enseignants, et je crois qu'on trouverait une plus grande influence de Kant. Bon, alors Schopenhauer, qui a tant de répulsion à l'égard de l'enseignement, qui n'en a pas tiré grand-chose finalement, eh bien, et lui, il va décider de devenir enseignant. Là encore, un paradoxe. Oui, alors il n'a peut-être pas encore tout à fait toute sa répulsion. Sa première Probevorlesung, son premier enseignement date de 1820, le 23 mars. Il enseigne donc sur les 4 types de causalité. À Berlin. À Berlin, devant 3 personnes, excusez du peu, Hegel, Böck, qui était le président du jury, le grand philologue, et un médecin qui devait s'appeler, je crois, Lichtenstein. Et il présente donc son argument, et Hegel l'interrompt au bout de... Il y a à peu près dans le texte une dizaine de phrases, donc même en parlant lentement ou avec la prononciation suave, ça n'a pas dû durer plus de 5 minutes. Et Hegel lui pose une question totalement stupide, qui est de savoir quel type de causalité est en jeu lorsque un cheval rencontre un homme ou quelque chose comme ça. Et alors Schopenhauer répond, quand il ne se laisse pas démonter, répond, et remarque après, un peu piqué, la soutenant, si je puis dire, enfin la première conférence est arrêtée là, et j'ai fait partie
je faisais partie désormais des professeurs, enfin des docteurs. Et donc, je crois qu'effectivement, dès cette Mais ce n'est pas grâce à Hegel. Non, Je vous absolument coupe là. C'est-à-dire que la réaction de Hegel était négative. C'est-à-dire que Absolument. l'explication donnée par Schopenhauer du manque de causalité était négative à l'égard de Hegel. Mais il a eu le soutien, je crois, d'un professeur de médecine ou d'un professeur scientifique. Hein. Et ce qui l'a sauvé, qui a permis justement à Schopenhauer d'être admis comme Privatdozent. Alors on voit aussi là se dégager tout le système, c'est-à-dire que nous, notre système d'habilitation, qui a été plus ou moins d'ailleurs emprunté à l'Allemagne contemporaine, fonctionnait à l'époque pour le recrutement des enseignants. Schopenhauer devient Privatdozent pour la philosophie, alors que le grand maître, que le professeur en titre, celui qui a la chaire à Berlin, c'est Hegel. Alors, quelles vont être les relations entre Schopenhauer et les autres enseignants, et particulièrement Schopenhauer et Hegel, et Schopenhauer et les étudiants? Là, on peut dire, sans craindre de se tromper, qu'il n'y aura quasiment aucune relation, puisque officiellement, Schopenhauer a été inscrit 24 fois au conspectus des professeurs de l'université et n'a annoncé qu'une fois ou deux un cours. Le premier cours s'appelait « Philosophie, théorie de l'essence du monde et de l'esprit humain ». Et c'était un cours en 4 parties, donc on a retrouvé avec justement très peu d'étudiants. Et le second cours, on n'est même pas sûr qu'il l'ait vraiment tenu. Donc sur les 24 semestres, il en a probablement donné que 1 et dans le meilleur des cas 2. Donc on peut s'imaginer que les relations et avec les étudiants et avec les chers collègues étaient plutôt espacées. Je dirais Raymond. Oui, il devait faire comme dans les salons dans le salon de sa mère. Il devait aller à l'université en rasant les murs et faire son cours et repartir et n'avoir aucun contact avec qui que ce soit, ni les étudiants, ni les professeurs. Mais ce qui intrigue, c'est ce manque de sociabilité de la part de Schopenhauer, cette hostilité au milieu philosophique à l'époque et ce choix qu'il fait de devenir à son tour enseignant à Berlin. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas expliquer ça en 1820, il a déjà lui aussi donné son grand œuvre. Il a donné la théorie de la couleur, et puis il a donné le monde comme volonté et comme représentation. Alors, il est déjà l'homme d'un système, le sien, on lira tout à l'heure, il a des lettres où il explique que c'est la première fois qu'on fait vraiment de la philosophie, que c'est grâce à lui qu'on va enfin savoir ce qui se passe quand on fait de la philosophie, que lui-même ne veut pas expliquer la jeunesse du monde, mais simplement décrire le monde tel qu'il est, etc. Donc, si vous voulez, c'est un peu dans le même cas que Nietzsche, n'est-ce pas, qui arrive avec déjà presque trop tard à l'université, finalement, tout en sachant très bien qu'il ne va pas bien s'y trouver. C'est ça qui me frappe, c'est d'ailleurs probablement une des raisons de la fascination de Dominique Nietzsche. Borel, est-ce qu'il n'y avait pas une volonté de s'opposer à Hegel? Car au moment du monde comme volonté, comme représentation, il l'écrira à son imprimeur qu'il n'a même pas lu Hegel, qui n'a même pas lu, je crois, la phénoménologie à l'époque. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là une volonté? Il sait très bien dans quel milieu il est recruté à Berlin. Et on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas par opposition à Hegel? Erika Thunner. Je pense, en effet, il y a cet aspect-là qui est capital. Car il accepte de mettre ses heures de cours aux heures mêmes où professe Hegel. Je dis, c'est peut-être un euphémisme, il accepte de mettre ses cours aux mêmes heures que Hegel. Il choisit peut-être même le même emploi du temps pour voir chez qui vont les étudiants. Oui, il y a une part de jeu. Et il y a une part de jeu chez lui. Et il y a nettement aussi la concurrence qu'il sent, et peut-être aussi l'hostilité des Hegel qu'il sent, et puis il souhaite s'imposer. Ça me paraît psychologiquement tout à fait normal. C'est une tentative. Surtout quand on a écrit échoue. Le monde comme volonté, voilà. comme représentation, et la puisque théorie tout part de la comme volonté. disait Dominique Borel. Oui, bien entendu, il y a cela. Puis il y a une autre raison qu'il ne faudrait peut-être pas passer non plus tout à fait sous silence. En 1819-1820, et la situation financière de Schopenhauer est encore relativement précaire, n'est-ce pas? Il ne dispose pas encore de la totalité de son héritage, de la fortune assez considérable que de son père, qui lui permettra ensuite de vivre de ses rentes. Donc il cherche aussi à gagner un peu d'argent. Il y a peut-être cet aspect-là aussi qu'il faut peut-être mentionner. Il y a d'autant plus Dominique un Borel. côté effectivement ouvertement provocateur, parce que dans sa thèse, il écrit, je crois quelque part, ce mot de Vauvenargues, la clarté et la bonne foi des philosophes. Et donc on pouvait bien Oui, imaginer que la revient. clarté était... On y revient au style. Voilà, et que la clarté n'était pas vraiment la première qualité de Hegel.
dans un monde qui est composé pour les 5/6 au moins, de coquins, de fous et d'imbéciles, chacun de ceux qui appartiennent au 6e restant doit se faire une règle de conduite de se retirer d'autant plus loin qu'il se sent plus différent des autres, et toujours le plus loin possible. Il doit se persuader que le monde est un désert où il sera toujours seul, et cette persuasion doit devenir chez lui un sentiment habituel. Comme les murs d'une chambre rétrécissent le champ du regard, qui ne s'étend que devant la nature, ainsi la société rétrécit mon esprit, et la solitude seule lui ouvre l'espace. Le savant a sur l'ignorant l'avantage de posséder un grand nombre de faits et d'exemples. Mais l'ignorant qui a l'œil vif et l'esprit éveillé sait se passer de cette richesse. Un seul cas, tiré de sa propre expérience, l'instruit plus que 1000 cas n'instruisent le savant. Car ces cas, le savant les connaît bien, mais ne les comprend pas. Alors à Berlin, Schopenhauer à Berlin se repose. Qu'est-ce qu'il fait, Dominique Bourrel, à Berlin? C'est une sinécure. Mais à ce moment-là, Schopenhauer continue de travailler, n'est-ce pas? Schopenhauer, encore une fois, il ne faut pas oublier, c'est un homme de cabinet. Il veut même traduire Kant en anglais à ce moment-là. Il découvre Balthazar Gracian. C'est une espèce de volonté chez lui toujours de peaufiner cette traduction, puisqu'elle va paraître de manière posthume. Donc, il a peut-être trouvé aussi immédiatement une possibilité de travailler et de pouvoir investir autre part, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Et donc, je crois que, il a pris son mal en patience. C'est pour ça qu'il n'est plus allé à l'université, donc il n'a plus donné de cours, bien qu'encore bien qu'apparaissant encore sur les listes. Et il a travaillé beaucoup, il a continué, c'est ce qu'il a toujours fait. Alors, il a un côté vieux garçon qui est assez desséché, assez désespérant, mais il a un côté bosseur qui est assez étonnant. Enfin, c'est étonnant aussi de voir un professeur de ce genre qui affiche tout de même son programme 2 fois sur 24 semestres. Bon, et alors il y a un étudiant dilettante, on en a parlé, mais il y a aussi un professeur étonnamment dilettante. Hein. Alors il faut aussi avouer que c'est le moment où c'est un peu comme aujourd'hui en France et en Europe, le statut du professeur change complètement. Là encore, c'est le passage entre le 18e et le 19e, l'Aufklärung et l'idéalisme, et puis le cosmopolitisme des Allemagnes et la Prusse. C'est-à-dire ça devient un métier maintenant d'être professeur. Il y a une sophistication, il y a une scientifisation de l'enseignement qui fait que Schopenhauer est là l'homme d'un autre monde, forcément. Parce qu'alors Mais il le dit. Voilà. Il dit justement que la philosophie ne passe pas par l'enseignement. C'est là encore l'un des paradoxes, c'est qu'il devient enseignant alors qu'il admet très bien que la philosophie, c'est autre chose. La philosophie repose sur l'expérience, elle repose sur une pensée, dit-il, personnelle. Et on a justement le philosophe Schopenhauer qui note continuellement sur un calepin ses pensées. Et ça n'a rien à voir, évidemment, avec l'enseignement que l'on peut donner. Georges Arthur Goldschmidt. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, de la part de Hegel, alors ce serait intéressant de vérifier, une opposition à un certain type de marginal? On sait bien qu'il n'a strictement rien fait pour Hölderlin, qui voulait aussi devenir professeur d'université. Et est-ce que Hegel, l'homme intégré dans le système par excellence, est-ce qu'il n'a pas confusément senti que c'était une reproduction, toute proportion gardée, de Hölderlin? Il avait horreur, il y a un côté mandarin. Il y a eu d'autres genres. Absolument, il y a un côté mandarin, au sens classique du terme. Oui, un côté intégré et une peur des marginaux.
une très grande peur Oui, c'est-à-dire là, ça pose des problèmes fondamentaux. L'université n'est pas faite pour les marginaux. Par quoi est passée la pensée allemande, par exemple, en France? Elle n'est pas passée par l'université, par la Sorbonne. Elle est passée par l'école normale, par l'école des hautes études. Donc, une université en tant que telle est effectivement plutôt un conservatoire. C'est-à-dire n'est pas faite pour les marginaux. Ça, c'est une leçon qu'on retire, enfin, de cette affaire. Éric Hatouner. Oui, mais d'une façon générale, je m'oppose un peu à ce que vient de dire Dominique Borel. L'université n'est pas faite pour les marginaux. Les marginaux sont très souvent les gens les plus intéressants, qui ont des idées les plus originales. Et précisément dans les universités allemandes, il y a eu beaucoup de personnes que je qualifie de personnes marginales et qui ont laissé des traces indubitables dans la philosophie et la littérature allemande. Il suffit de citer l'époque glorieuse de l'université d'Iéna, où il y avait un Schiller, où il y avait un Fichte. Bon, nous avons parlé des professeurs qu'il y avait à Berlin, en dehors de Hegel, qui était effectivement le maître alors de l'université de Berlin. Les autres, je les qualifie aussi comme des marginaux. Alors, Hegel avait cette hostilité dont j'avais parlé tout à l'heure à l'égard de Schopenhauer, qui est bien connu. Et j'ajoute maintenant, il y avait aussi assurément un sentiment de jalousie et d'envie dont ne sont pas exempts les plus grands esprits. Georges-Arthur Goldschmidt. Madame Thuner parlait de l'université de Jena, mais c'est Goethe qui les a tous installés quand même. Parce que lui-même, le marginal suprême, et qui voulait au fond un peu... appréhendait aussi un peu la concurrence de Schiller à Weimar, peut-être. Oui, en effet. Saboter les institutions, ce qui est son grand plaisir, et il a installé Schiller, etc. C'est l'université de Jena qui est elle-même une université marginale. C'est ça que je voulais dire. Oui, mais une université de génie. Oui, absolument, tout à fait. Je ne portais pas de jugement de valeur, là, mais encore une fois, souvenons-nous que l'université de Berlin, c'est comme l'armée, c'est comme l'Oberrechnungskammer, n'est-ce pas? Ça fait partie d'un tout qui est là pour la grandeur de la Prusse, et il faut que ça marche, n'est-ce pas? Il faut que ça fonctionne. Alors on ne peut pas forcément accepter des gens qui disent que dans leur thèse, par exemple, la preuve ontologique est une délicieuse plaisanterie. Ben voilà ce qu'on trouve dans la thèse de Schopenhauer. On peut imaginer qu'un philosophe patenté qui est chargé d'enseigner la tradition philosophique à des étudiants peut naturellement pas accepter un collègue qui profère des choses comme ça. Un esprit bureaucratique n'accepte pas une telle idée, bien entendu, mais ça porte aussi un jugement sur l'esprit bureaucratique de une partie de cette université, et même un grand philosophe qui porte le nom de Hegel. Mais il laisse pourrir la situation. Ce qu'il y a là encore de paradoxal, c'est que quelqu'un qui a écrit Le monde comme volonté, comme représentation, au lieu de lutter, admet parfaitement qu'il représente peu de choses à l'université de Berlin, Schopenhauer. L'anecdote prétend qu'à la fin, il y avait 4 étudiants à son cours, dont un dentiste, des gens qui n'avaient strictement, un palefrenier, qui n'avaient strictement aucun rapport avec le système universitaire. Alors il laisse pourrir la situation, il quitte Berlin, et au fond, on n'entend plus parler de lui comme enseignant, et cette rupture avec le système, est-ce que ce n'est pas justement une résignation de la part de Schopenhauer? Oui, il a peut-être pris goût aussi à la marginalité, parce que quand on regarde par exemple l'essai sur les couleurs, il va encore nous expliquer avec tambour et trompette que personne n'a rien compris avant lui, que Newton est un âne, qu'il a été trop vite, n'est-ce pas, et que lui, Schopenhauer, va montrer enfin la vraie théorie des couleurs, etc., etc. Donc je crois qu'il a aussi, il y a un côté... oui, un côté trouble-fête probablement, qu'il a assez bien intériorisé, et qu'après, bon, il a joué toute sa vie, quoi. Éric Hatouner. Mais vous avez dit tout à l'heure, Lionel Richard, est-ce qu'il y avait une part de résignation chez Schopenhauer? Mais je crois qu'il y a aussi une prise de conscience de sa très grande personnalité et de son originalité. Il dira plus tard, la solitude offre à l'homme intellectuellement haut placé un double avantage, le premier d'être avec soi-même et le second de ne pas être avec les autres. Bon, c'est une prise de conscience qui est considérable, d'une part. Et puis, d'autre part, nous avons parlé là de la théorie des couleurs. Si mes souvenirs sont exacts, Dominique Borel, vous avez dit qu'il a considéré Newton comme un âne et que lui-même s'impose maintenant avec sa théorie très nouvelle sur les couleurs.
il n'est pas le premier. Voilà. Goethe, 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 le fameux traité des couleurs de Goethe. Un oui, certain oui. Goethe. C'est pour cette raison, C'est d'ailleurs, déjà que Goethe opposé à était Newton. compréhensif extrêmement- à l'égard de Schopenhauer. Extrêmement intéressé par le traité que Schopenhauer lui a été envoyé. Et puis c'était une théorie qui était un peu dans l'air aussi, si j'ose dire, dans l'air du temps. N'oublions pas, il y avait donc Goethe, bien entendu, il y avait Schopenhauer, mais il y avait aussi un peintre romantique qui a lancé la peinture romantique à côté de Caspar David Friedrich, c'était Philipp Otto Runge, qui a écrit à l'époque sa sphère des couleurs et sa théorie des couleurs en 1810 déjà, Schopenhauer c'est 1816, qui avait envoyé ce traité et Kraus, bien entendu, ce que je dis, c'était des étés Sur le qui étaient dans paysage. l'air, n'est-ce pas? Et là, Schopenhauer C'est ça, mais n'est marginaux, pas... marginaux dans l'université. C'est ça que je veux Dans l'université, oui, en effet, ni Runge ni Goethe étaient dans l'université, d'accord. Parce que par Kant, on avait quand même cru comprendre que la pensée de Newton avait justement acquis droit de cité. Alors c'est pour ça que j'ai trouvé simplement que sur ce point-là, Schopenhauer, encore une fois, en rajoute, quoi. C'est-à-dire, encore une fois, il nous explique avec le même ton, je pense que c'est une originalité extraordinaire. Je sais avec une entière certitude, écrit-il en 1815, que j'ai fourni la première vraie théorie de la couleur. La première aussi loin que peut remonter l'histoire des sciences. Je sais aussi que cette théorie est la seule à être universellement valable, qu'elle deviendra quelque chose d'habituel aux enfants des écoles, etc., etc. Vous connaissez les passages où d'ailleurs il dit que Goethe a trouvé beaucoup de choses, mais Goethe n'a donné que le matériau, n'est-ce pas? Quelle Oui, infatuation. Voilà, quand même. Oui, Voilà, c'est ça le problème. d'après l'idée de Schopenhauer, c'est-à-dire Schopenhauer pensait que Goethe n'a pas proposé de véritable théorie, mais seulement il a rassemblé des matériaux d'une future théorie possible qu'il a donnée lui-même, n'est-ce pas, qu'il a complété en quelque sorte. Ça c'est exact. Mais il dit aussi dans cette même théorie des couleurs, ou vue sur les couleurs, je ne sais pas, c'est traduit par vision des couleurs aussi, il y a différentes traductions en français. Et Schopenhauer dit aussi, tout parle en faveur de la théorie goethéenne, il dit quand même le terme de théorie, de la théorie goethéenne, et contre celle de Newton, n'est-ce pas? Vous disiez tout à l'heure à propos des déboires universitaires de Schopenhauer et aussi il faut rappeler quand même que Le Monde comme volonté n'a eu 50 lecteurs. Oui, 50 lecteurs, Oui, une centaine il y a une de livres centaine vendus, d'exemplaires. le reste au pilon très vite, et que malgré ces échecs et universitaires et de vente de ses livres, Schopenhauer n'a jamais douté une seule seconde de son génie, qu'il serait un jour reconnu par enfin comme Nietzsche d'ailleurs, Comme il y a Nietzsche, voilà, c'est ce que il y a j'allais même 50 exemplaires de Zarathustra. mais en même temps la même certitude de leur génie. Absolument. Pas un instant il ne vacille. Schopenhauer répète constamment dans les paragraphes, dans les lettres, l'humanité continuera, si ce siècle ne me reconnaît pas, il y en a bien d'autres. Il se moque finalement et il accepte totalement d'être un marginal, d'être... Bon, évidemment, il y a des petites traces de ressentiment, de rancœur qui percent ça et là, beaucoup même, oui. Mais sur le fond, il est d'une grande sérénité quant à son génie et au fait qu'il sera un jour reconnu. Nous sommes tous nés en Arcadie, selon l'expression de Schiller, c'est-à-dire que nous entrons dans la vie avec la prétention avouée d'être heureux et de jouir, et avec le fol espoir de voir cette prétention se réaliser. Mais voici le destin qui arrive et qui nous saisit violemment et nous apprend que rien n'est à nous, mais que tout est à lui, qu'il a un droit incontesté non seulement sur notre avoir et notre gain, sur notre femme et nos enfants, mais sur nos bras et nos jambes, sur nos yeux et nos oreilles, sur le nez au milieu de notre visage. En tout cas, l'expérience ne tarde pas à nous convaincre que le bonheur et la jouissance sont une fata morgana qui n'est visible que de loin et qui disparaît dès qu'on s'en approche, tandis que la souffrance et la douleur sont réelles, nous abordent directement et n'attendent pas que nous les cherchions. Nous reconnaissons alors que ce que le monde peut nous offrir de mieux, c'est une existence sans douleur, tranquille, supportable. Et nous n'en demandons plus davantage.
nous diminuons nos prétentions pour être plus sûrs de les réaliser. Car le meilleur moyen de n'être pas malheureux, c'est de ne pas demander à être très heureux.